Bon, ça fait un petit peu longtemps, mais wesh les BG les Shabatteurs, c'est le Crotal. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'un combat. Pour être clair, pendant que Togashi est en train de nous pondre des classiques, moi je reviens avec mes explications de scan. Et cette vidéo retracera la suite de ce que j'ai pu dire avant concernant le fight entre Kuroro Lucifer et Hisoka le Floor Master. Donc ça change pas. Pose-toi sur ton siège avec une petite graille tu connais, et on entame avec le résultat de ce combat titanesque et le départ de nos protagonistes vers le Dark Continent. Bon, si c'est pas la première fois que tu me vois et que t'es toujours pas abonné, c'est quelque chose que je te recommande. Et cette demande va de pair avec mon TikTok pour ceux qui le sont déjà. Ces prochains mois, je risque d'être plus actif que ces derniers mois. Notamment puisque cet été, j'ai préparé plusieurs idées de vidéos que je risque de vous proposer en format court ou en format long, on verra. Et du coup, je veux que vous soyez au rendez-vous pour ce qui va arriver. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Lors de la dernière vidéo, nous avions laissé Hisoka acculé par les centaines de pantins de Kuroro Lucifer se dirigeant sur lui. Hisoka réalise alors à quel point la tactique de Lucifer est efficace et prend compte des centaines de marionnettes marquées commençant à courir vers l'arène. Tenant toujours une tête coupée dans sa main gauche, il se prépare pour le combat en voyant des brins de bungee gum les attachant aux poitrines de 5 pantins. Et il les fera tournoyer dans les airs tel un maillet humain, les utilisant comme un marteau pour repousser la horde de public qui se rapproche. Le maillet finira par se briser et Hisoka tentera alors d'en reformer un autre pendant qu'il repousse les hordes de marionnettes. Kuroro, attendant au milieu du public, utilisera Black Voice pour donner un ordre à quelqu'un de précis, lui disant de s'accroupir à un endroit désigné. Hisoka tenant toujours la tête coupée dans sa main gauche, après que Lucifer ait donné l'ordre maintenant, la tête dans sa main explosa, lui faisant perdre 4 de ses 5 doigts. Et au même moment, le corps de la tête qu'il avait prise vint à s'autodétruire. Hisoka, sous le choc, réalise rapidement ce que Kuroro a fait. Quand Hisoka avait jeté plutôt la tête coupée sur Lucifer, ce dernier faisait mine d'être étourdi, pour ne pas se faire remarquer alors qu'il apposait le sceau de Sun and Moon sur le corps auquel le Floor Master avait pris la tête. Et Hisoka comprendra que ce fait n'est pas du ressort de Kuroro mais d'un pantin qu'il a contrôlé avec Black Voice pour claquer des mains et déclencher l'explosion. En levant les yeux, il remarque la perte de sa main, mais surtout la disparition du chewing-gum qu'il avait collé au plafond, pouvant lui permettre une échappatoire. Ce dernier dira que c'est dommage et remettra vite sa main sur pied, utilisant du chewing-gum pour amener une marionnette vers lui, dérobant sa tête. Il utilise par la suite le corps pour combattre tous les pantins se rapprochant de lui. Et voyant que la situation ne s'arrange pas, tire un bras de bungee gum de sa jambe gauche vers le niveau supérieur du stade. La horde de marionnettes se rassemble à nouveau tels des zombies pour poursuivre Hisoka essayant de s'échapper. Mais il les repousse à l'aide de la tête dérobée tout en continuant de fuir. Kuroro donnera un ordre à plusieurs marionnettes, leur disant d'aller au 2e étage pour trouver Hisoka et s'autodétruire lorsqu'elles seront près de lui. Autodestruction possible en reliant le plus et le moins qu'ils possèdent sur les 2 mains, données par la capacité Sun and Moon. Ils se positionneront au bord du muret, et dès qu'Hisoka sera près d'eux, ils sauteront tout en connectant leurs mains pour se faire exploser. Une énorme explosion retentira causée par les pantins. Pantins dont le public reçoit les bouts de corps. Mais de cette explosion, Hisoka n'en est pas mort, s'étant protégé avec le dégagement de son aura en Ken. Sauf qu'avec cette déflagration, il se retrouve propulsé vers l'autre côté des gradins, où d'autres pantins l'attendaient. Alors qu'il cherche une solution, il comprit que s'il tombait, c'en serait fine de lui. Mais que à l'étage, avec ses pantins, ce n'était pas mieux non plus. Hisoka décida d'utiliser bungee gum au plafond en jetant son pied droit. Sauf qu'il en avait perdu l'usage suite à l'explosion. Il essaya de vite se reprendre en utilisant son pied gauche, mais ce sera sans compter Kuroro qui lui balancera des membres du public sur la gueule. Alors qu'il essaye encore de s'accrocher au plafond avec la tête de pantin qu'il avait, il recevra un autre projectile humain. Le Floor Master sera alors obligé de tomber, mais aussi d'avouer sa défaite. Ce qu'il ne fera pas. En tout cas, s'il avait eu le temps de... L'arène est montrée avec un grand cratère en son centre, alors que les ambulanciers s'occupent des membres du public et fouillent les décombres. Enfin, les journalistes mentionnent qu'il y a eu plusieurs victimes, dont Hisoka, et qu'une enquête est actuellement en cours pour découvrir la cause de cet incident. Le cadavre d'Hisoka nous est montré avec Charnalk, Kurotopi et Machi se tenant au-dessus de lui. Charnalk expliquera qu'avant que Hisoka meure de l'explosion, il était déjà mort des 200 pantins sur lui l'asphyxiant. Après avoir eu la certitude de la mort de l'ancien Floor Master,
Kurotopi demande à Machi si elle vient avec eux, ce qu'elle refuse prétendant qu'elle doit recoudre Hisoka. Charnalk ajoutera qu'il part confirmer la mort au chef et vient à partir avec Kurotopi, laissant Machi seule avec le cadavre d'Hisoka. Alors qu'elle est sur le point de recoudre ce dernier, on apprendra que c'est grâce à Hisoka que Kuroro a récupéré son naine. Et au moment où elle s'approche de lui avec son aiguille, un naine s'activa autour de lui. A l'aide des doigts de sa main droite qu'il aura planté dans son thorax, il fera rebattre son cœur et commencera à reprendre souffle, tout ça grâce à son naine. Car avant sa mort, lorsqu'il était acculé au sol par les pantins, il aura donné un ordre à son naine. Pouvoir qui, s'il venait à mourir, devra s'accrocher à ses poumons et son cœur. Et c'est ce qui arrivera sous les yeux ébahis de Machi. Les yeux d'Hisoka s'ouvrirent et alors qu'il crache du sang, se lève rapidement pour se mettre debout. Avec un regard surpris sur son visage, il voit Machi, agenouillé à côté de lui, lui demandant s'il était vraiment mort. Elle le confirme et il commence à en rire, admettant qu'il a mordu plus qu'il ne pouvait mâcher en combattant Kuroro. Machi lui dit que ça lui servira de leçon pour mieux choisir ses batailles la prochaine fois. Elle propose par la suite de le recoudre mais il refuse rapidement, utilisant du bungee gum pour arrêter le saignement autour de son cou et de son visage. Il utilise par la suite texture surprise pour recréer la chair soufflée lors de l'explosion, couvrant les dommages causés à sa figure et fabriquant des prothèses en caoutchouc pour sa main gauche et sa jambe droite. Machi dit qu'il n'a pas besoin d'elle et commence à partir. Sauf qu'il dira que maintenant le choix des combats et de leur lieu se fera par lui, apparaissant à côté de son oreille pour dire qu'il parlait de la brigade fantôme. En roulant ses bras autour d'elle, il recouvrira Machi de bungee gum, l'empêchant alors de bouger. Hisoka dira par la suite à Machi de dire que s'il croise l'un des membres de la brigade fantôme, ou que ce soit dans n'importe quelle situation, il n'hésitera pas à les tuer. Maintenant, enragé, Machi dit qu'il n'a aucune chance et menace de le tuer. Hisoka prendra sa réponse comme un oui et marcha calmement alors qu'elle lui crie avec colère de libérer ses liens. Chose à laquelle il lui répondra espièglement, lui disant de les enlever d'elle-même. Ce qui fera bouillonner Machi. Kuroro est vu marchant dans une rue animée et parlant au téléphone avec quelqu'un au sujet de la famille royale de Kakin qui invite des passagers civils dans leur voyage vers le Nouveau Monde. Il dit qu'ils voleront le trésor considérable à bord et il est révélé que l'interlocuteur de Kuroro est nul d'autre que Charnalk, qui dit qu'ils en tireront également un bon voyage. Kuroro lui propose alors de lui rendre son téléphone mais sans les antennes, car il les aura perdus lors du combat contre Hisoka. Charnalk accepte et affirme qu'il n'aura pas besoin des antennes maintenant et vient raccrocher avec Kuroro. Après que ce dernier ait dit qu'il lui rendra tout ça en main propre lors du départ du Blackwell. Ayant fini son appel avec Lucifer, il se demande pourquoi Kurotopi prend tant de temps à pisser et se demande s'il fait la grosse commission. Son téléphone se mettra à sonner, Machi l'appelant pour tout lui révéler, mais il verra Hisoka sortant des toilettes tenant quelque chose à sa main. Charnalk laisse immédiatement tomber son téléphone et commence à courir vers Hisoka, qui lance la tête décapitée de Kurotopi vers lui. Charnalk l'attrape rapidement, et alors qu'il regarde le visage de son ami mort, Hisoka se précipite en avant et le jette au sol avec une frappe extrêmement puissante. Avec du sang coulant de son nez et de sa bouche tout le long de son veston, le cadavre de Charnalk est alors montré, attaché à une balançoire avec la tête de Kurotopi à ses pieds, alors que plusieurs corbeaux les mordillent tous les deux. Après cela, Hisoka dira fièrement qu'avec 2 en moins, il n'en restait plus que 10. Le jour du voyage arriva enfin, lors d'un chapitre 358 se nommant Eve, supposant que comme la première femme, l'humanité croque dans le fruit défendu qui là est le Dark Continent. C'est alors que des milliers de personnes sont montrées dans un port à côté du Blackwell, prêts à voir le navire appareiller vers le Nouveau Monde. En suivra un speech des annonceurs qui déclarent que le roi de Kakin assure au peuple que le continent maudit est à sa portée. Ces derniers dirigent ensuite l'attention de la foule vers une deuxième plateforme, où Beyond et la famille royale apparaissent tous joyeusement agités. Un dirigeable transportera le roi lui-même au Blackwell, et un autre se chargera de le faire pour les princes et les personnalités. Une fois enfin à bord du navire, les princes sont vus en train de discuter lors d'un banquet avec différentes personnalités aisées de Kakin. Un schéma du Blackwell nous sera alors montré, décrivant les 5 étages que possède le bateau. Il est expliqué que le premier étage est destiné à la famille royale, aux politiciens du V5 et aux leaders de l'industrie. Le second aux riches et aux célébrités, et les 3 autres étages inférieurs aux passagers généraux. Les passages entre les étages sont gardés par l'armée royale, et le navire lui-même est sous loi martiale, loi autorisant le recours à la force armée, rendant les militaires au-dessus de tout. Une cloison métallique sera utilisée pour séparer le 2e et le 3e étage, ne pouvant être ouverte que du côté du niveau 2 en cas d'urgence. Le voyage vers le Dark Continent durera 2 mois. 2 mois dans lesquels la guerre de succession se déroulera.
Le capitaine des gardes du premier prince Benjamin, Balsamilco, explique que seuls les 2 premiers niveaux doivent être utilisés comme terrain de chasse. Disons aux soldats de Benjamin de faire preuve de retenue et qu'ils sont des gardes, pas des soldats, jusqu'à leur débarquement dans 2 mois. Il dira qu'ils mèneront l'opération Assaut si Benjamin en donne l'ordre, mais la situation devrait l'exiger. Opération dont on connaîtra les tenants et aboutissants très prochainement. Balsamilco donnera aussi plus de détails sur les quartiers d'habitation des princes et leurs équipes de garde, et dira que tous les princes assisteront à un banquet tous les dimanches. Mais comme chaque prince va et vient à des moments différents, ils n'auront peut-être pas l'occasion pendant le voyage de faire quoi que ce soit. Retournons vers notre très cher Kurapika étant dans la chambre 1014, qui assure à la reine Oito qu'ils trouveront un moyen d'éviter la bataille pour la succession, lui demandant si pour l'instant, il est possible de contacter les autres reines et princes avec les téléphones de bord. Oito dira à Kurapika que les femmes à partir de la 4e reine sont considérées de rang inférieur, et dira que les reines de 5 à 8 ne peuvent contacter les reines supérieures de 1 à 4. Ajoutant que l'armée contrôle les lignes téléphoniques et patrouille dans les couloirs, empêchant tout moyen de contact sérieux. Et dira que l'armée royale doit avoir un rôle neutre dans cette guerre. Kurapika comprendra très vite que dans cette bataille, les actes de chacun seront connus de tous. Et que malgré tout, il possède néanmoins des failles. Et que si sur le bateau, il y a des utilisateurs de naines, alors là les possibilités sont infinies. Par la suite, Kurapika dira qu'il ne peut même pas faire confiance aux hunters provisoires, car ils pourraient être dangereux. Ajoutant que les candidats embauchés par Kakin ont probablement été tenus au courant de la situation, ce qui leur a permis d'éviter son dosing chain. Il en viendra même à se demander si sa mission de prendre contact avec le 4e prince Trerenich l'aurait pas rendu hypersensible. Misaistom appellera Kurapika pour l'informer de l'augmentation des niveaux de criminalité aux étages 3 et 4 en raison de bagarres, de faux billets apparents, de vols, etc. Il craint que des émeutes n'éclatent et dit que puisque lui et Botobai aident l'armée avec la situation, ils ne pourront pas assister à la réunion des Zodiacs avant le départ du navire. Il dira à Kurapika qu'ils auront sous-estimé à quel point Kakin ne s'était pas préparé, disant qu'il n'y a que 5 cliniques médicales à travers les 3 niveaux inférieurs, et dira que le nombre de cliniques aurait dû être 5 fois plus élevé, l'étage 5 n'ayant même pas un seul médecin dédié. Il ajoutera que 1 sur 15 des médecins et infirmiers annoncés par Kakin ne sont pas présents, au détriment des étages supérieurs qui eux possèdent un médecin pour 20 personnes. Misaistom dira qu'il est possible que ce soit son dernier appel téléphonique avant leur départ, disant à Kurapika d'être prudent, et ce dernier raccrocha. Kurapika pense qu'ils peuvent peut-être utiliser le chaos des étages inférieurs à leur avantage. Il vérifiera avec Oito la confirmation d'un itinéraire d'évacuation, lui disant qu'un incendie ou une émeute pourrait permettre l'ouverture de la porte entre le niveau 2 et le niveau 3, pour leur donner éventuellement une chance de se faufiler devant les gardes et de se fondre dans le reste des passagers. Oito semble incertaine, mais Kurapika souligne que la connaissance est la chose la plus importante lorsqu'il s'agit de survivre dans une situation de vie ou de mort. La reine commencera à trembler. Les autres gardes s'assurant qu'elle va bien, elle révélera qu'elle s'était préparée à mourir pendant le voyage, incapable d'imaginer la possibilité qu'il puisse y avoir un espoir de survie. Kurapika lui dira de se reposer, l'assurant qu'il s'occupera de tout. Les autres gardes commencent à diriger la reine Oito et le prince Wobble dans leur dortoir, lorsque Kurapika sent soudainement une aura s'élever du berceau. Se retournant rapidement pour apercevoir cette chose, il ne verra rien d'anormal. Les autres lui demandant si quelque chose ne va pas, mais il dira que non. Des milliers de personnes applaudissent le Blackwell alors qu'il s'embarque pour le Dark Continent. Dans la salle de théâtre du niveau 2, un annonceur explique que le voyage durera 2 mois, durant lesquels, au cours des 3 premières semaines, ils quitteront les eaux connues de l'humanité, se ravitailleront et effectueront une dernière vérification du navire, pour, au cours des 5 dernières semaines restantes, se consacrer au voyage vers le Nouveau Monde. Période pendant laquelle ils devront faire face à des conditions météorologiques extrêmes et à des créatures volantes, obligeant la fermeture du dôme supérieur du navire où se trouve la famille royale. Dans l'une des cabines de première classe, plusieurs hunters et membres du Zodiac se réunissent pour discuter de la réalité du voyage. Ils diront que la famille royale de Kakin et les passagers en général voyageront vers un morceau de terre considéré comme le nouveau continent, tandis que les hunters se dirigeront vers le vrai Dark Continent, accostant le navire de Moro en chemin pour se diriger vers la porte rencontrer le gardien. De plus, une base intermédiaire aura été installée sur une petite île à proximité, où Nov, quant à lui, gérera les fournitures et le personnel. Le transport du Dark Continent vers la base intermédiaire sera géré par un hunter nommé Tokarin, qui dira que sa capacité n'est pas aussi utile que celle de Nov, car non seulement d'être faible, elle ne permet pas la téléportation. Au niveau 1, Kanzai, Sacho et Sayu sont assis à l'extérieur de la cellule de détention de Beyond. Kanzai demandera aux 2 autres s'ils ont vraiment besoin que 3 d'entre eux gardent un œil sur un prisonnier. Et Sacho répondra qu'ils suggéreront une rotation à Misaistom, afin que davantage d'entre eux puissent soutenir l'armée royale.
pensant qu'avoir plusieurs Zodiacs au niveau 1 et 2 sera important si une urgence survient. Ailleurs, dans une autre cabine du niveau 1, nous verrons Steiner. Assis avec d'autres membres de l'Agence internationale des permis, ils ont toujours le livre de Don Fricks. Il leur conseillera de lire au moins le chapitre sur la ville labyrinthique, disant que s'il meurt, l'un d'eux deviendra secrétaire adjoint à sa place. L'un des membres de l'IPA lui rappellera que l'association des Hunters les protégera une fois là-bas, et que l'actuel directeur de l'Agence internationale des permis est l'un des seuls survivants officieux. Dans la clinique médicale centrale du niveau 3, Léolio Etchidel a organisé les fournitures de soins. Le Zodiac du dragon Botobai quant à lui s'occupe du palais de justice central au niveau 3, et Misaistorm est aperçu au niveau 4, parlant à un groupe de fonctionnaires dans la salle de conférence de l'armée de Kakin. Au niveau 1, l'un des gardes de Wubble, Wuji, sera retrouvé mort dans la salle de bain. L'un des gardes disant à Kurapika et aux autres que tout son sang a été vidé. Kurapika enlèvera les vêtements de Wuji, révélant de multiples trous sur son corps. Il pensera instantanément à une attaque de naine et demandera aux autres s'ils savent ce que c'est. 2 personnes parmi les gardes ne comprendront pas en quoi cette chose consiste, mais Kurapika confrontera les 3 Hunters, se demandant pourquoi ne se sont-ils pas prononcés. Il apprendra que tous les 3 ignorent la situation exacte concernant la bataille pour la succession, puisqu'ils sont passés pour intégrer l'association des Hunters par Pariston, qui soit ne leur a pas tout dit en détail, ou soit ignorer lui-même ces informations. Dans la salle de banquet du niveau 1, la royauté et les membres de la haute société discutent et dînent ensemble. Affichant un sourire, le premier prince Benjamin regarde ses frères et sœurs avec dédain et aspire à leur mort, de préférence de ses propres mains. Les princes commencèrent à retourner dans leur quartier, mais alors que Kacho et Fugetsu tentent de repartir ensemble, Nugui les informera qu'ils ne peuvent y aller qu'une seule à la fois. Les jumelles semblent très bien s'entendre, et alors que Fugetsu essaie d'interroger sa sœur sur la bataille de succession, Kacho lui dira de ne pas trop être à l'aise et que les deux travailleront ensemble pour tuer les autres. Une fois qu'elles seront les 2 derniers princes vivants, Kacho dit qu'elle peut convaincre leur père de les laisser en vie, disant à Fugetsu de faire travailler ses gardes avec les siens. Avant de se séparer, Kacho rappelle à Fugetsu de sourire, car elles sont surveillées par des caméras. Kacho, une fois parti de la salle de réception, agira d'une manière exigeante avec ses gardes. Et Senritsu, étant un Hunter faisant partie de sa garde rapprochée, se demande si Kacho Oikoro posséderait un masque avec les autres. Masque lui permettant de cacher sa réelle personnalité. Alors que Kurapika et 2 autres gardes escortent la reine Oito et le prince Wubble dans leur quartier, ils tombent nez à nez avec 4 gardes, tous tués de la même manière que Wuji. Kurapika demandera à un des 2 gardes quand les 4 autres sont-ils arrivés. Ce dernier répondra il y a 15 minutes. Le dernier du clan Kuruta n'hésitera pas et sortira rapidement son arme, muni de sa Dosing-shen, disant à la reine Oito de rester derrière lui. Il mettra les 4 derniers gardes restants en joue, disant qu'il leur dira tout ce qu'il sait et leur posera quelques questions. Et si l'un d'eux ment et que la chaîne vient à bouger, il n'hésitera pas à tirer. Comment dire que maintenant on entre dans le sale? Différentes intrigues étalonnées sur différents étages, qui, durant 2 mois, composera notre arc du Blackwell. Ça me fait plaisir de revoir Kurapika, mais ce qui me ferait plaisir, c'est que tu t'abonnes à mon TikTok. Depuis le retour de Togashi, chaque semaine je résume les scans en quelques minutes. Du coup, si ça t'intéresse, vraiment passe un petit tour. Mais à part ça les gars, j'ai toujours besoin de vous pour le nen des abonnés. Je suis à court. Du coup, si t'as le temps, passe en commentaire et avec ces conditions-là, rédige-moi ton nen pour les vidéos à venir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On s'attrape dans pas longtemps pour une vidéo sur Hunter x Hunter ou pas. Mais en attendant, like, abonne-toi et lâche un commentaire parce que c'était le Crota les frères.